Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à quelques jours d'Halloween, je vous propose de parler de tables qui tournent et d'esprits qui parlent en explorant les origines d'une science occulte née au 19e siècle, le spiritisme. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas ici de vous aider à communiquer avec les défunts, mais plutôt de vous partager l'histoire de ce mouvement occulte qui naît et connaît un engouement sans précédent dans le monde occidental au 19e siècle. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà vous-même tenté d'entrer en contact avec les esprits, les doigts posés sur un verre retourné ou les mains appuyées sur le plateau d'un guéridon, dans l'attente qu'ils se déplacent à l'appel d'une âme défunte. Mais si nous pratiquons désormais cette science occulte dans le but plutôt de se divertir, il faut savoir qu'au milieu du 19e, le spiritisme revêt un attrait beaucoup plus sérieux. On le considère même alors quasiment à l'égal de la médecine ou de la philosophie. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Il semble que les États-Unis soient précurseurs dans les tentatives de communication avec les morts. Ainsi, en 1848, des manifestations surnaturelles et une première connexion entre vivants et défunts auraient été observées dans la maison des sœurs Kate et Margaret Fox à Hydesville, dans l'État de New York. Rapidement diffusée, cette histoire inaugure la fascination pour ce qu'on appellera le spiritualisme américain et pour la mode des séances des tables tournantes qui gagnent l'ensemble du pays. Mais ce spiritualisme englobe un certain nombre de croyances plus ou moins fantasques et revêt un aspect avant tout spectaculaire, emmené par des médiums plus ou moins frauduleux. Ce spiritualisme américain dépasse ainsi la démarche scientifique que le spiritisme moderne entendra suivre plus tard en Europe. Car en réalité, le spiritisme tel qu'on le connaît est né en France au XIXe siècle, et plus particulièrement dans la société du Second Empire, ce régime autoritaire fastueux qui s'étend de 1852 à 1870, porté par l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Cette société du Second Empire en pleine transformation est en effet curieuse et avide de nouvelles expériences, à une époque où le progrès scientifique, comme la révolution industrielle et ses innovations, laisse place à un nouveau type de sciences, les sciences occultes, qui étudient les phénomènes paranormaux et la possibilité d'une communication avec l'au-delà. C'est donc sous le Second Empire, période propice à son émergence, que le spiritisme apparaît et se développe rapidement au sein de la population, toutes classes sociales confondues, des ouvriers et militaires à la haute bourgeoisie et l'aristocratie, et même jusqu'à la cour impériale. Le développement est tel qu'en 1869, on dénombrait quelques 600 000 adeptes du spiritisme en France. Mais alors, comment ce mouvement est-il réellement né? Tout commence avec le pédagogue et éducateur lyonnais Hippolyte Léon Denisard Rivail, qui est reconnu à l'époque pour son engagement dans l'amélioration des méthodes d'éducation. En 1855, alors que la mode des tables tournantes est arrivée des États-Unis en Europe, il assiste à une séance. Véritable phénomène ou non, la table se met à bouger, guidée par des forces invisibles qui répondent aux questions des participants. Intrigué, Hippolyte décide d'étudier scientifiquement et d'un point de vue philosophique le mécanisme de la communication avec les esprits. Ce mécanisme, cette nouvelle science, il va l'appeler le spiritisme pour le différencier du spiritualisme spectacle américain. Quoi qu'il en soit, les résultats des recherches d'Hippolyte sont publiés en 1857 dans un livre intitulé Le livre des esprits. L'auteur, donc Hippolyte Léon Denisard Rivail, qui dit être la réincarnation d'un druide breton, prend alors le pseudonyme d'Allan Kardec pour éviter de ternir son image de pédagogue renommé. L'ouvrage est un immense succès. Tous les curieux et adeptes de cette nouvelle discipline occulte se l'arrachent. Il faut dire que dans une époque où la mort rôde à chaque coin de rue, maladie, mortalité infantile, pauvreté, guerre, l'idée de pouvoir contacter les membres de sa famille décédés est séduisante et rassurante. En revanche, le phénomène, considéré par certains comme une superstition qui s'oppose à la morale chrétienne, sera aussi vivement critiqué par une partie de la population. Alors, que dit concrètement Allan Kardec? Dans son livre, Kardec décide de compiler une série de questions et de réponses obtenues lors de séances spirites. Il entend également énoncer les principes fondamentaux du spiritisme, parmi lesquels la croyance en l'existence de Dieu et des esprits, l'immortalité de l'âme et la réincarnation, la pluralité des mondes habités et la communicabilité avec les défunts à travers des médiums comme des objets, des outils, etc. Allan Kardec publiera d'autres ouvrages sur ce thème, tels que le Livre des médiums en 1861 et l'Évangile selon le spiritisme en 1864, où il codifie les enseignements du spiritisme, établit un système de croyances et de pratiques cohérent et renforce les principes de cette science en fournissant des lignes directrices pour les pratiquants. Il est également le père de la revue Spirit qui existe encore aujourd'hui. Mais alors, que dit le pouvoir en place de cette mystification de la société? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y adhère et participe même grandement à sa diffusion. En effet, la France du XIXe siècle est en proie à une fascination pour le surnaturel, une fascination dans laquelle le spiritisme va pouvoir s'engouffrer. L'empereur Napoléon III s'intéresse ainsi aux phénomènes paranormaux comme le reste de la société, et en admirateur des progrès scientifiques, il ne voit pas pourquoi, là où Pasteur a découvert le monde invisible des microbes, on ne pourrait pas explorer le monde de l'au-delà et même communiquer avec. Ainsi, dès 1857, l'empereur accueille le médium américain Daniel Douglas Home pour une démonstration où il dit entrer en contact avec les esprits.
Alors, ce dernier sera cependant finalement renvoyé de France l'année suivante pour affaire de vol et de mœurs. De la même façon, en 1865, Napoléon III et Eugénie reçoivent les frères Davenport, des médiums américains, eux aussi connus pour leurs spectacles spiritualistes. Ils seront également plus tard poursuivis pour fraude, donc vous voyez qu'à l'époque, il existe un bon nombre d'arnaqueurs dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, de son côté, l'impératrice Eugénie, qui lance les modes au Second Empire, n'est pas en reste. Il n'est pas rare qu'elle organise des séances de spiritisme dans ses palais avec sa cour, légitimant en quelque sorte cette science occulte auprès de l'élite sociale qui va s'en emparer à son tour. Organisées dans des salons richement décorés, ces séances privées sont de véritables événements. Les participants portent souvent des vêtements sombres, des vêtements élégants toujours, créant une atmosphère mystérieuse et solennelle, et les médiums invités se présentent comme des scientifiques en quête de vérité pour ajouter de la crédibilité et un peu de friction à l'affaire. Cependant, cet engouement mystique de la société ne va pas durer éternellement. D'abord, en 1864, l'Église s'impose en condamnant cette pratique contraire à la morale religieuse, et puis, par ailleurs, les évolutions économiques et sociales, les critiques des intellectuels quant à ces croyances occultes et irrationnelles, mais aussi l'entrée dans la modernité de l'Europe et en particulier de la France, vont conduire peu à peu à la baisse d'influence du spiritisme. Bien qu'important aujourd'hui encore dans certains cercles qui suivent ces principes, ce mouvement occulte reste un témoignage de notre histoire culturelle, à une époque où, en quête de nouvelles croyances, on cherchait à percer les mystères de l'au-delà. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu, et j'espère aussi que vous allez passer un bel et effrayant Halloween. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.